La liste est longue, très longue. Crise énergétique, inflation, tension franco-allemande, montée des extrêmes. L'Europe risque-t-elle tout bonnement de voler en éclats? Avec nous pour en parler, l'eurodéputé belge Philippe Lamberts. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous en direct de Bruxelles. Vous êtes le coprésident du groupe des Verts au Parlement européen. Et en plateau, Patrick Martin-Genier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue également, vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des questions européennes. Philippe Lamberts, on s'en souvient tous, au moment où la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février, on a beaucoup entendu dire, et à juste titre sans doute, que l'Union européenne avait trouvé un second souffle, qu'elle était revigorée. Aujourd'hui, un peu plus d'1 mois après, c'est surtout une Europe plutôt fragilisée, en plein marasme économique. Comment expliquez-vous cette situation ? Pour moi, tout cela sont deux événements ou deux moments de la même histoire. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, j'ai affirmé qu'il s'agirait d'un marathon qui pouvait fortifier l'Europe, mais ce n'est pas un sprint. Autrement dit, l'Europe a eu les bons réflexes au début, des réflexes plutôt d'unité que de division, et la comparaison avec sa réaction lors de la crise de l'euro était assez frappante et positive dans ce cas-ci. Néanmoins, l'Europe n'est pas un ensemble homogène, et donc l'Union européenne, les pays de l'Union européenne sont frappés de manière très différente par l'impact de la guerre en Ukraine, après l'impact d'ailleurs de la pandémie. Et donc il est normal qu'il y ait des tensions. Le modèle économique allemand, par exemple, est complètement remis en cause par l'invasion russe en Ukraine. Et donc forcément, l'Allemagne, étant impactée différemment, réagit différemment. Et ça suscite des tensions à l'intérieur de l'Union européenne. Ces tensions me semblent simplement résulter de la nature de la situation. La question, c'est: est-ce que les dirigeants européens auront la force de maintenir l'unité de la réaction? Pour l'instant, c'est le cas, mais ces tensions existent et on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas ou si elles n'existeraient jamais. On sait qu'elles existent, et donc la question, c'est comment est-ce qu'on les gère? Patrick Martin-Genier, Philippe Lamberts a prononcé le mot, le pays, l'Allemagne. Diriez-vous que la crise franco-allemande peut amener à une fracture de l'Europe ? Alors c'est vrai que dans un premier temps, nous avons été très très unis vis-à-vis de l'Ukraine, nous le sommes encore. Il y a eu des différences d'approche. Mais vous avez tout à fait raison que ce qu'on appelle nous le couple franco-allemand, une expression que n'aiment pas les Allemands, rencontre aujourd'hui des grandes difficultés. J'en veux pour preuve la suppression, l'annulation du Conseil franco-allemand des ministres qui devait avoir lieu avant l'été, la suppression de ce même Conseil des ministres au mois d'octobre. Nous sommes en totale divergence sur des thèmes de la défense, sur le matériel militaire commun. Nous sommes en divergence sur l'énergie. On est aussi en divergence sur l'adhésion des pays des Balkans à l'Union européenne, alors que l'Allemagne a soutenu le projet du président de la République sur la communauté politique européenne. Donc c'est vrai que nous traversons une crise assez inédite des relations entre la France et l'Allemagne, qui est de nature à fragiliser l'Europe, parce que l'on sait que si le couple franco-allemand, comme on dit, n'est pas suffisant pour faire avancer l'Europe, dès lors qu'il y a un grain de sable entre les deux pays, eh bien rien ne va plus en Europe pour faire avancer donc la construction européenne. L'unité entre la France et l'Allemagne est indispensable si on veut aller plus loin. Et au-delà de la crise qui était la crise sanitaire liée au Covid et la crise liée à l'Ukraine, nous aurons besoin des deux pays, que les deux pays soient forts pour relancer le processus de construction européenne, notamment s'agissant de la défense et s'agissant de l'Europe de l'énergie et l'Europe sanitaire. Est-ce que c'est pas plus mal, au fond, elle n'est pas saine, cette crise, Philippe Lamberts, parce que l'Allemagne semble beaucoup plus regarder vers l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, et au fond, est-ce que c'est pas salvateur pour qu'on cesse avec cette Europe à deux vitesses? Alors, je pense qu'il est salutaire que le modèle mercantiliste allemand, qui a quand même dominé la politique socio-économique de l'Union européenne ces 20 dernières années, pour ne pas dire plus, soit remis en cause. En effet, ce modèle est basé sur une hyperdépendance à l'égard de la Russie pour des matières premières bon marché et une hyperdépendance à l'égard de la Chine pour son marché et pour ses chaînes de valeur. Et donc, que le modèle allemand soit ébranlé dans ses vulnérabilités n'est pas plus mal. Et ça donne du grain à moudre à une vision, je dirais, plus française, qui plaide depuis des années une autonomie stratégique de l'Union européenne et une vraie politique industrielle. Et bon, je pense qu'outre-Rhin, on commence à réaliser que cette approche française n'est pas dénuée de bon sens, mais c'est évidemment une révision un peu déchirante, parce que le consensus politique était quand même très large en Allemagne autour de ce modèle mercantiliste, entre en tout cas les trois plus grandes familles politiques à l'époque.
Philippe Lamberts, pardonnez-moi, mais c'est vrai que ça me vient à l'esprit, je me dis, celles et ceux qui nous regardent doivent se dire, bon, c'est bien, on parle de tensions franco-allemandes, l'Europe fracturée ou pas, mais le pouvoir d'achat, l'inflation, ces millions d'Européens qui ont du mal à joindre les deux bouts, c'est ça aussi la vraie question aujourd'hui en Europe. Est-ce que ces mêmes Européens ne vont pas finir par être lassés, être atteints d'une certaine lassitude face au soutien à l'Ukraine et au prix à payer justement par ce soutien ? Alors c'est ça qui m'inquiète beaucoup plus. C'est ça qui m'inquiète beaucoup plus parce qu'il est clair depuis le début que, à défaut de faire la guerre, et je pense que c'est une bonne chose que l'Union européenne ne soit pas en guerre directe avec la Russie, eh bien, pratiquer une politique de sanctions économiques extrêmement dure a un coût. Et ce coût, nos sociétés, nos économies le ressentent de manière extrêmement dure. Et donc la question de fond, c'est est-ce que le prix de l'effort va être payé de manière juste? Est-ce que la répartition, si vous voulez, de l'effort va être juste au sein de nos sociétés? Parce que lors de la crise de l'euro, avant cela, lors de la crise financière et dans une large mesure lors de la crise liée à la pandémie, eh bien, on a vu les plus petits, les épaules les plus fragiles dans nos sociétés payer la partie la plus lourde du prix. Et si tel devait de nouveau être le cas à l'occasion de la guerre en Ukraine, alors évidemment, les nationaux populistes de tous bords en Europe auraient un tapis rouge devant eux pour en effet plaider évidemment le fait que tout cela c'est la faute de l'Europe et que si on en revenait aux États-nations, eh bien tout irait bien mieux. C'est évidemment un mensonge, mais il est facile de tenir ce langage-là et on voit un certain nombre de dirigeants politiques européens, à commencer par un Premier ministre, Viktor Orban en Hongrie, tenir ce langage-là. Philippe Martin-Genier, le patronat allemand aussi a grincé des dents. Il y a beaucoup d'entreprises allemandes qui vont devoir délocaliser aux États-Unis. On a vu des manifestations de citoyens, pas forcément d'ailleurs l'extrême droite, mais en République tchèque, en Allemagne également. Que faut-il faire dans ce contexte? Est-ce que l'Europe doit taxer les super profits? Joe Biden, en pleine campagne, menace pas plus tard qu'hier en Floride, je cite, de s'attaquer aux profits de guerre des géants du pétrole et du gaz qui font des bénéfices records. Oui, bien sûr, parce que c'est un peu immoral de voir, d'une part, le peuple ukrainien se faire massacrer par les Russes, d'autre part, voir ces compagnies pétrolières qui font des profits insolents. En pleine crise, vous savez, la guerre, ça entraîne toujours une augmentation des richesses pour quelques-uns. Et donc, quand on voit effectivement l'augmentation des grandes entreprises, Total Energy, Shell au Royaume-Uni, avec une distribution considérable de dividendes, il est normal de verser des dividendes, mais je pense qu'en période de guerre, en période de restriction, il faut que les efforts, les sacrifices soit mieux répartis, effectivement, sans quoi on aura la sensation que certains bénéficient de cette guerre et d'autres souffrent. Et vous êtes d'accord avec Philippe Lamberts qui dit que ce sont souvent les courants populistes, notamment d'extrême droite, qui vont en profiter? On voit l'arrivée, même si elle se défend de tout extrémisme, la première ministre italienne, Meloni. Est-ce que vous pensez que c'est le risque qui guette l'Europe? Oui, c'est effectivement un danger majeur pour l'Europe que la montée de cette extrême droite, mais qui n'est pas lié uniquement à la crise en Ukraine. C'est un phénomène plus profond, on l'a bien vu, sur les valeurs, sur le thème migratoire. L'immigration est le cheval de bataille des extrêmes droites. Et on voit bien que cette peur des peuples européens, l'augmentation du coût énergétique, ce qu'on a appelé la crise migratoire, tout cela fait qu'effectivement, certains citoyens en Europe, beaucoup, pensent effectivement qu'ils sont un peu les sacrifiés, qu'on ne les écoute plus et qui n'ont pas été écoutés par les partis dits traditionnels, les partis modérés. Et donc manifestement, ce sont les extrêmes, essentiellement l'extrême droite qui en bénéficie. Il peut y avoir la gauche radicale, on voit que la gauche radicale en France est présente, mais aussi en Allemagne. Donc manifestement, ça fait partie, ce sont des conséquences, cette montée des extrêmes, ce qui est très inquiétant, même si Madame Meloni a dit qu'elle était proche de l'OTAN et qu'elle continuerait à soutenir les sanctions contre l'Ukraine. C'est très inquiétant en ce sens qu'on voit arriver des gouvernements d'extrême droite en Italie, l'extrême droite est bien présente en Allemagne, présente en France, dans d'autres pays, en Suède également. C'est le principal parti du bloc des droites, même s'ils ne sont pas au gouvernement. Donc évidemment, c'est, je pense, cette extrême droite qui est le plus grand danger pour l'Europe démocratique. Alors, dernière partie de ce grand angle, j'aimerais qu'on ouvre à l'international. Quelle place pour l'Europe dans le monde? Philippe Lamberts, après-demain, Olaf Scholz sera reçu en Chine par le président Xi Jinping. Le chancelier allemand vient de s'exprimer. Il affirme qu'il ne va pas ignorer les controverses lors de son voyage. Selon vous, quelle relation l'Europe doit-elle avoir avec la Chine après la reconduction de Xi Jinping à la tête de cette puissance et sur fond de guerre en Ukraine?
Eh bien, quand j'écoute le chancelier Scholz, je croirais entendre Angela Merkel. D'ailleurs, il s'est présenté en campagne comme le meilleur successeur, le meilleur continuateur de la politique de Merkel. Merkel aussi disait qu'on n'éviterait pas les sujets sensibles. Elle est allée 14 fois en Chine pendant ses 16 ans à la chancellerie. Et on voit que ce qu'elle a fait principalement, eh bien, c'est véhiculer le mercantilisme allemand. Elle venait toujours avec un Airbus plein de patrons allemands. Le but était de faire du business. Eh bien, au sein de la coalition allemande, mes amis écologistes, dont la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, rappellent que nous devons tirer les leçons de l'hyperdépendance du mercantilisme allemand à l'égard de la Russie et réviser donc notre politique à l'égard de la Chine. En effet, sur une série de sujets, et je pense au climat, la Chine est un acteur incontournable, mais il est aussi évident que le ton sur lequel Xi Jinping a prononcé son discours principal lorsqu'il a été reconduit pour la 3e fois à la tête du Parti communiste chinois est un ton offensif. Autrement dit, il présente le modèle chinois comme une alternative qui est antagoniste à la démocratie libérale que nous défendons. Et donc, il faut cesser de faire preuve de cette naïveté mercantiliste qui est un calcul à extrêmement court terme. Et malheureusement, le capitalisme allemand n'est pas très différent de l'anglo-saxon dans le sens où le court terme est absolument dominant. Patrick Martin-Genier, on poursuit sur la place de l'Europe dans le monde. C'est la dernière question. Vladimir Poutine et Emmanuel Macron l'avaient dit à Versailles, il me semble. Ils avaient parlé d'une Europe de Brest à Vladivostok ou autre. Ça paraît très loin. Quelle est la place aujourd'hui de l'Europe? Vers où doit-elle regarder? Vers les États-Unis, quitte à être quelque peu, entre guillemets, vassalisée? Vers qui doit-elle se tourner? Écoutez, l'Europe doit continuer à entretenir des bonnes relations avec les États-Unis, avec les autres grandes puissances. Mais l'Europe ne s'en sortira pas si elle n'a pas une vraie union politique, une vraie politique étrangère commune. L'Europe disparaîtra si elle n'est pas capable d'avoir sa propre entité, sa propre autonomie, une autonomie politique, l'union politique. Ça fait des années qu'on parle de l'union politique, une autonomie stratégique, et c'est cela qui fera la crédibilité de l'Europe. Il faut qu'elle cesse d'être la seule, la première. C'est possible à 27 ? Écoutez, on verra. En tout cas, il y a des potentialités dans le traité sur des coopérations stratégiques structurées qui permettraient à quelques-uns, je crois que c'est 9 États, de pouvoir mettre en place une coopération stratégique plus poussée et qui passe naturellement par une coopération en matière d'armement, une plus grande autonomie stratégique pour être capable de faire valoir sa voix sur la scène internationale. Et de peser. Merci beaucoup Patrick Martin-Genier pour votre éclairage et merci beaucoup Philippe Lamberts d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député européen, eurodéputé belge, écologiste. Merci à vous deux.